Bonjour et bienvenue à cette dernière table ronde. Et c'est vrai que ce symposium a été extraordinaire. Donc, j'aimerais remercier Mariette Westermann et Emmanuel Rabaté pour avoir organisé ce symposium dans des conditions particulièrement compliquées. Je suis Andrew McLelland. Je vais donc être le modérateur de cette table ronde dédiée au futur des curateurs. La plupart des musées dans l'acquisition et des collections mettaient l'éducation et le fait d'atteindre le public au cœur de leurs activités. Nous sommes positionnés euh, au niveau supérieur de la pyramide hiérarchique des musées. La force que les musées et les carrières des conservateurs et des directeurs se mesuraient à la qualité des œuvres d'art présentées. Mais à la fin du siècle, en tout cas aux États-Unis, les musées ont commencé à ressentir une mutation des priorités. Dans une focalisation particulière, pour il y a eu donc une transition des objets aux visiteurs et cette transformation s'est mise à interroger la manière dont les objets pouvaient servir leurs propos. Les changements démographiques et de dynamique ont compliqué encore le travail des musées avec des mouvements notamment de justice sociale, des mouvements demandant le rapatriement des objets exposés notamment en Occident. Et ensuite, nous avons maintenant cette pandémie. Tout cela nous amène à réfléchir aux responsabilités des conservateurs aujourd'hui et demain. Est-ce qu'il y a donc une différence? Comment est-ce que la profession change? Quelles sont les formations que les nouveaux conservateurs, qui entrent sur le marché doivent envisager? Nous allons, nous poser ces questions et certainement d'autres et également des questions de vous, public, de partout où que vous soyez. Donc, pour ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte de dialogue et nous essaierons d'y répondre le plus possible. Peut-être une question qui était peut-être prématurée pour y trouver une réponse, c'est l'impact du Covid-19. Toutefois, nous savons qu'il y a eu des départs à la retraite anticipés, qu'il y a eu des personnes qui ont été mises au chômage. Et donc, c'est vrai, puisque nous sommes des musées, comme nous avons entendu hier, qui sont des temples de l'empathie, que ce soit donc à notre niveau directorial, mais également au niveau de nos équipes. Aujourd'hui, nous allons essayer de fournir des perspectives sur les responsabilités des conservateurs. Donc, je vais présenter mes panélistes par ordre alphabétique. Vous pourrez trouver les profils des panélistes sur le site. Rim Fada est organisatrice d'expositions dans le monde entier. Elle est conservatrice au musée Guggenheim d'Abu Dhabi. Elle est également directrice de la Cultural Foundation aux Émirats à Abu Dhabi. Thelma Golden est également une conservatrice particulièrement renommée. Elle est basée à New York. Elle a travaillé donc au Whitney et elle est actuellement directrice et conservatrice en chef du Studio Museum. Elle est également, elle fait partie du comité de direction de la Fondation Barack Obama. Sophie Macario est présidente du Musée Guimet à Paris.
avant cela, elle était donc conservatrice dans le département Asie du Louvre. Elle est également experte en art islamique depuis 2012. Rosemarie Rousseau est conservatrice en chef pour les temps modernes du Louvre Abu Dhabi. Enfin, Jessica Morgan, qui est directrice du Dia Art Foundation aux États-Unis. Ensemble, sur ce panel, nous avons également une expertise curatoriale du niveau le plus élevé que dont nous aurions pu rêver. Alors commençons. Parce que vous représentez des institutions de différentes catégories, dans différents contextes, j'aimerais peut-être vous demander à chacune, une question qui soit double. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le futur de la conservation et quelle est votre préoccupation la plus importante au niveau de l'avenir des conservateurs? Rim, je vous demande peut-être de commencer? Oui, bien sûr. C'est un plaisir d'être là. Merci aux organisateurs. Ces 3 journées ont été exceptionnelles. Je suis honorée d'être là avec mes copanélistes. J'ai beaucoup réfléchi, ruminé à ces questions, Andrew, et j'ai réfléchi surtout à l'opportunité que nous voyons maintenant dans le monde, dans son ensemble, en réfléchissant aux conservateurs, pas seulement quelqu'un qui soit en charge des espaces, mais plutôt quelqu'un, c'est un interlocuteur privilégié avec la société et l'espace qui a la responsabilité d'être la voix de ces institutions publiques. C'est quelque chose qui est devenu une opportunité extraordinaire. Nous sommes renforcés de la voix des personnes du monde entier, des gens dans le monde qui demandent l'égalité, la responsabilité des institutions, la parité dans une tonne de divers domaines, dans la mise en narration, la mise en récit, et d'autre part, qui permettent le discours qui soit mené également dans nos institutions. Donc, je pense que le potentiel est énorme. Je pense que c'est quelque chose que nous sommes tous, auquel nous réagissons tous dans toute la variété de nos publics, la diversité de nos publics. Et je pense que le conservateur a un rôle crucial en tant qu'arbitre entre nous et le public dans son ensemble. C'est vrai que ce lien très fort entre le politique et le monde et avec l'art, c'est quelque chose de très puissant, mais en même temps, ce qui m'inquiète, c'est que dans la réalité du Covid, la réalité du chômage, peut-être qu'il y aura une marginalisation supplémentaire dans le secteur de la culture et nos exigences, peut-être d'avoir davantage dans nos institutions, peut-être multiplier les sources de revenus de manière à ce que nous soyons peut-être en adéquation avec le libéralisme et que nos administrateurs réfléchissent au potentiel et qu'ils soient peut-être cultivateurs de questions plus larges avec la société dans laquelle nous sommes. Et c'est peut-être les défis et peut-être réfléchir également à des manières de repousser les barrières et également garder l'œil fixé sur nos objectifs. Merci, Ré. Salma, peut-être que vous voudriez avoir quelques observations. Merci encore. Toute ma gratitude aux organisateurs de ce symposium. C'est magnifique d'être ici avec vous, copanélistes, et vous, public.
Andrew, pour répondre à ce qui me stimule, en fait, moi, je viens d'une tradition, de la tradition curatoriale qui est profondément enracinée dans les idées de équité, de culture. Pour moi, un musée n'est pas un repositoire d'objets. Il est là déjà pour l'équité. Il faut vraiment également réfléchir aux grandes questions de l'humanité. Moi, ce qui me stimule, ce sont des idées qui sont généralisées et d'autant plus par rapport aux pratiques curatoriales sont également intégrées dans nos musées. Et bien sûr, nous sommes impliqués dans dans la transition, pas que de maintenir un statu quo. Et je pense que le défi est que, pour moi-même, je suis également gardienne des traditions. Cette id Aux États-Unis et on a déjà l'histoire se répète, l'histoire, on l'a vu changer sous nos yeux. Moi, personnellement, je l'ai vue et elle s'est échappée de nos vies. Et comment est-ce qu'on peut remettre cela au cœur? Comment est-ce que l'on peut permettre à ce que cette question, que cette soit juste de manière envisagée de manière épisodique, pas sur 12 mois, 6 mois, mais plutôt pour avoir un changement qui soit durable au niveau institutionnel. Et quand on pense à nos pratiques curatoriales, c'est un aspect très important. C'est vrai, c'est quelque chose qui est parallèle avec l'interprétation des œuvres, avec les collections, avec les expositions. Et nous avons ce privilège, nous voyons ce que c'est que d'avoir ce privilège d'interagir avec les artistes. C'est super ce que vous dites et vraiment déjà vous soulevez certains points. Sophie, à Paris, est-ce que vous pouvez réagir à cela? Bien sûr, ma perspective est un petit peu différente, mais peut-être pas tant que ça au final, parce que comme vous l'avez mentionné, toute ma carrière elle s'est développée dans les musées publics. La situation est un peu différente en France. Par exemple, la situation américaine, où il y a des menaces. C'est vrai que nous, en France, il faut vraiment souligner à quel point nous avons de la chance. Il faut vraiment mettre cela en lumière et peut-être transmettre de l'optimisme. Ma formation s'est déroulée à Paris et comme vous l'avez mentionné, nous avons également des conservateurs récemment engagés et j'ai pu en montant, j'ai pu donc développer l'aile islamique au musée du Louvre. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagnée tout au long de ma carrière. Et ce lien avec l'international, et je sais qu'il y a. Et donc, j'ai pu avoir des partenariats avec le monde entier. Et donc, la question est, qu'est-ce qui m'enthousiasme ou à l'avenir? Alors, je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous étonner. Pour moi, c'est le danger. Le danger, c'est une stimulation. Ça vous permet de créer du nouveau. Et il va falloir que l'on s'adapte à une situation difficile, c'est évident, mais c'est une excellente occasion d'être plus créatif, d'être plus ouvert. Ici, au musée Guimet, musée des arts asiatiques, nous avons donc notre fondateur, Monsieur Guimet, qui était un philanthrope. Disait qu'il y a deux types d'universitaires, de savants, ceux qui ferment leurs rideaux et d'autres qui ouvrent le rideau. Et pour moi, c'est ouvrir les rideaux, ouvrir les perspectives de manière à créer. Et pour moi, la seule réponse que je peux vous donner, c'est d'être ouvert d'esprit bien plus que nous l'étions. Je concorde avec cette idée d'être intermédiaire. Nous sommes le lien politique dans cette société. Je suis convaincue qu'il faut creuser sur cela. Nous faisons face à des questions cruciales dans ce monde. Nous gérons la conservation mémorielle, les œuvres d'art, la beauté.
l'engagement politique, la durabilité, tout cela. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement stimulant. Il y a des défis à relever et il faut que nous soyons clairs avec la, la définition du musée. C'est un forum. Il faut que nous l'acceptions. Et plus nous l'accepterions, plus nous créerons des liens et plus nous serons puissants, nous pourrons réagir. Cette pression politique, ce lien politique sur lequel nous pouvons agir, c'est très stimulant. C'est dangereux, mais c'était également un, un instant de chance à saisir. Et il y a tellement de musées. Cela va permettre de souligner le rôle des conservateurs. Nous ne sommes pas des pions remplaçables. Nous sommes toutes les questions sociales vont pénétrer notre arène. C'est une conversation mondiale. Je dirais que c'est un équilibre entre les différentes cultures, les cultures populaires et peut-être la culture populaire contre la pratique de la recherche. Cette période est difficile, mais ma perspective est aussi une perspective optimiste, puisque encore, en termes français, nous n'avons pas dû mettre des gens en chômage. Nous continuons à fonctionner et c'est vrai que nous avons beaucoup de chance. C'est notre rôle réellement de nous projeter, je dirais, dans cet océan de questions, nous y plonger. Il faut que nous les acceptions et il nous faut travailler, mais profondément dans les relations que nous engageons. Merci beaucoup. Jessica, merci à vous tous, merci aux organisateurs et merci à mes collègues femmes ici exceptionnelles. Ce que je pense, c'est que c'est vrai qu'il y a des changements extrêmement motivants en face de nous. Il faut que nous soyons très collaborateurs, très collaboratifs. Ce que vous avez décrit, nous avions des institutions très auto-centrées et l'idée maintenant d'avoir une signification plus sociale de notre travail, l'éducation et la conservation et la redéfinition de tout cela, c'est quelque chose qui est très stimulant. Les départements sont très impliqués dans la création de contenus innovants. Et ce sont l'idée, c'est de aussi stimuler nos sociétés de cette façon. Il y a des conséquences absolument fascinantes dans tout cela, mais c'est également la réévaluation de ce qu'il faut, ce qu'il faut pour être un conservateur. Connaître l'histoire sera peut-être moins pertinent en face d'avoir en face cette inclusion de la société et de ses facettes polymorphiques. Et peut-être il ne faudrait pas que nous ne réussissions pas à évoluer parce que sinon nous serions redondants. Je vais revenir, je l'espère, sur votre point, Jessica, et sur la formation également des conservateurs. Et ce que vous envisagez à l'avenir. Et la dernière présentation, n'aimez pas la moindre, Rosemary. Merci aux organisateurs et qui a permis d'avoir des débats tellement importants. C'est vrai qu'être conservateur est un peu restreint comme définition parce qu'en face de la crise à laquelle nous sommes confrontés, l'idée est encore de construire des ponts entre les civilisations, entre le passé et le présent. Et c'est ce que nous avons mentionné aujourd'hui également, remodeler
Nous évoluons et ici au Louvre Abu Dhabi, c'est vraiment une plateforme cosmopolite où vous avez quand je regarde dans l'école de mes filles, nous avons près de 146 nationalités. Ici, au sein du Louvre Abu Dhabi, nous avons 36 nationalités représentées. C'est pour ça que c'est vraiment extrêmement cosmopolite. Toutefois, l'idée est de se focaliser sur l'aspect local et c'est vrai que nous avons l'empathie, nous avons entendu tout cela, les liens physiques et sociaux, le contact avec les œuvres d'art qui sont essentiels pour la réalité, l'aspect sensoriel qui cultive tout cela, les liens que vous avez mentionnés. Donc, ce que je pense, c'est vrai que c'est une période euh, difficile, mais il nous faut nous reconnecter euh, à l'objet et à son signifié historique et local. Il y avait beaucoup de choses que vous avez mentionnées, avoir des musées qui soient en symbiose avec la société, avec la situation globale. Et c'est vrai que les choses euh, on se sont transformés, la manière dont nous regardions les choses, comment nous engageons le public, intéressons le public. Et bien sûr, nous avons différents panoramas ici représentés. Parfois, nous avons dans les systèmes privés, nous avons plus de sécurité peut-être en termes de recettes, en, en termes de subventions, de soutien reçu des autorités publiques. Et peut-être que cela est placé un défi sur l'innovation, mais peut-être que ce que Thelma disait, les défis d'avoir un changement qui soit durable, le fait de ne pas réussir à évoluer est quelque chose sur lequel nous devons réfléchir. Et pourquoi est-ce que les choses qui doivent... pourquoi les choses devraient forcément rater s'il n'y a pas cette durabilité? Est-ce qu'on peut peut-être réfléchir à ça? Mais peut-être on peut peut-être en entendre davantage sur la transformation. L'engagement social. Et quels sont les obstacles à cette durabilité de la transformation? Qu'avez-vous expérimenté en termes de défis de ces obstacles pour permettre ce changement durable? Si je puis me permettre, d'un point de vue français, évidemment, ce serait très différent pour mes collègues, mais pour les musées nationaux français, je dirais que le plus gros obstacle serait probablement le cadre administratif. Voilà. Donc, le fardeau de l'administration, en fait, oui, exactement. On est français. On adore les cadres, on adore les directives, on adore que tout soit clairement démontré. Mais je pense que ce qui est difficile pour nous et ce qui est à la fois excitant aussi, c'est qu'il nous faut détruire quelque chose pour reconstruire autre chose. Et c'est justement ce moment que nous vivons actuellement. Je suis convaincue que, comment dirais-je, nous réfléchissons tous avec une échelle de temps. Et cette échelle de temps, c'est notre vie. Donc, nous pensons tous que ce que nous vivons est éternel. Or, il y a une transformation qui a lieu actuellement, un moment historique qui va présenter un grand changement dans l'histoire de l'Europe. Et je suis convaincue de cela. Et il y a deux façons de réagir à cela. Soit vous acceptez l'idée et vous travaillez avec l'idée et vous tentez ou alors vous êtes contre l'idée. Et je pense que la bonne façon de réagir à cela, c'est justement d'utiliser cet obstacle comme tremplin. Et je suis convaincue que à un moment donné, nous allons faire face à tant de menaces, de pression économique sur les futurs du musée,
qu'il nous faudra nous réinventer, notamment la façon dont nous travaillons actuellement, la façon dont nous concevons les expositions. Nous avons grandi dans un monde où il était facile d'organiser des grandes expositions, des gros vernissages. Nous avions des œuvres d'art qui arrivaient de l'Europe tout entière. Mais réfléchissons avec un esprit ou un objectif plus local et plus durable. Je ne réfléchis pas seulement à cela comme un problème, et je le vois au contraire comme un défi à relever. Mais l'obstacle le plus important, finalement, c'est notre pensée. Encore une fois, je parle d'un point de vue français. Nous sommes une vieille culture et nous avons de vieilles habitudes. Et la problématique est là. Ce sont nos vieilles habitudes. Et il nous faut rafraîchir ce mouvement. Écoutez, vous savez, Sophie, c'est dans les musées et les institutions viennent de tradition. Donc, créer ce changement, effectivement, sera plus lent. Si je puis me permettre, je voudrais rajouter un point, c'est que de mon expérience directrice du musée du studio à Harlem, à New York, nous avons été fondés pas seulement d'une façon, comment dire, nous voulions pas seulement créer le changement, nous voulions créer des modèles. Et ce que ce moment oppose, c'est justement, nous empêche de faire, c'est de développer cette possibilité. En 69, lorsque ce pays a traversé cette perturbation sociale, et quand on a justement décidé de ce que les musées seraient et n'étaient pas, donc en revenant sur les traditions, cette société a créé des nouveaux modèles, de nouvelles façons de se définir. Et le définir et créer déjà un mouvement de changement. Et quand on parle d'opportunités ici, et on représente toutes ici des institutions qui ne sont pas si anciennes, il s'agit ici de réinventer ces modèles et comprendre que ces nouveaux modèles ne sont pas des réactions à quelque chose qui existait, mais potentiellement un nouveau parcours à découvrir. Voilà. Je voulais juste rajouter quelque chose sur concernant la lutte à laquelle on fait face. Je travaille avec de nombreuses institutions et des musées et développer des projets. Je travaille avec des institutions multidisciplinaires et multiculturelles en même temps. Mais je crois que partie de la problématique à laquelle nous faisons face, c'est que nous faisons face à une situation qui est très difficile et qui se concentre sur les objets. Et l'art et le langage créatif est devenu très fort et va au-delà de ce que nous voyons actuellement. Les pratiques virtuelles se créent, nous voyons une solidarité collective, des modèles d'artistes qui se rassemblent et qui réfléchissent ensemble. Ce ne sont pas que les artistes, ce sont toutes les disciplines qui se regroupent et qui s'applique à des projets concrets qui se concrétisent. Par exemple, l'architecture, ces projets de collaboration architecturale, ces groupes qui se créent sont sublimes. Comment ils ont appliqué cela aussi au langage politique, à vouloir utiliser l'étude architecturale et les recherches faites, et comment nous les adaptons et les recalibrons à de nouvelles situations, et comment nous permettons cette nouvelle voie artistique qui n'est pas que de la peinture, qui n'est pas que 300 ans d'histoire, mais nous approchons ces forums différemment avec des idées fraîches, de nouvelles idées, un nouveau langage. Et l'objectif est là. Nous approchons ces marchés, ces patrons qui sont tous impliqués. Et cette culture qui est justement rattachée à cette idée d'objet, et il nous faut en détacher. Il faut accepter ces nouveaux modèles, comment nous les engageons, comment nous les présentons et comment nous créons cette nouvelle ouverture, ce nouveau langage. Merci. Ce qui émerge, je me rends compte, c'est ce qui aujourd'hui constitue cette expertise curatorielle. Et nous soulevons la complexité effectivement des musées par rapport aux différents marchés et comment nous réagissons à ces différentes forces. Il y a quelques années, il y avait un article dans le Wall Street Journal qui
a annoncé aujourd'hui, tout le monde peut être un conservateur, tout le monde peut organiser et tout le monde peut travailler dans un musée. Mais comme vous le dites, c'est que aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire d'être un conservateur? Quelle est la nouvelle définition? Y a-t-il finalement une nouvelle décision? Est-ce qu'il y a une nouvelle définition? Y a-t-il une perte du statut professionnel? Sommes-nous menacés finalement par les autorités muséales? Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cette question? Oui, moi je voudrais vous dire quelque chose et je pense que cela vient justement de ce que Rim disait il y a quelques instants. La tradition est que les conservateurs créent les concepts d'exposition, créent les catalogues. Nous avons ce travail avec les artistes et nous avons toujours été nécessaires. Je pense que d'une certaine façon, on a peut-être été un petit peu sous-estimés. Je ne pense pas avoir eu un métier où ma formation historique a été vraiment liée à ce que je fais. Et je pense que l'expérience aussi a été acquise sur le terrain et que vous vous développez par rapport au poste que vous tenez. Et cela revient à ce que je disais avant, à savoir comment nous recrutons des conservateurs. Il faut qu'elle ait des qualités fondamentales, il faut qu'elle ait fait des formations fondamentales, autant sociales que physiques, mais aussi qu'elle sache travailler dans des institutions telles que les nôtres qui ont un environnement culturel qui est important. Il ne s'agit pas seulement de connaître l'art et le design, mais c'est c'est l'engagement du public aussi qui est important. Quel est le rôle d'un conservateur aujourd'hui? Il faut peut-être l'observer différemment. Il faut peut-être qu'on recherche des compétences différentes, des modèles différents. Quelqu'un d'autre? Oui, si je puis me permettre, je suis d'accord. Il ne s'agit pas seulement d'avoir les connaissances de l'histoire de l'art, mais ça doit faire partie de cela. Moi, je viens d'un contexte classique et financier, mais pour moi, il me faut comprendre comment cela se fait parce que si je veux collaborer, si je veux parler au nom de quelque chose et transmettre le message, il faut que j'ai ce flair, évidemment, mais ce n'est pas suffisant. Et comme nous l'avons mentionné, nous devons avoir cette conscience également. Que se passe-t-il autour de nous? Nous ne sommes pas isolés, vivant comme des éléments avec des bouquins et plongés dans des recherches. Non. Si vous n'êtes pas capable d'exposer correctement quelque chose, si vous n'avez pas une véritable conscience de ce qui vous entoure et que vous vous imprégnez des éléments qui sont autour, vous allez pas faire partie de cette brèche dans la société. Il faut à la fois être académique et à la fois être non académique. C'est vraiment compléter les deux aspects. Donc, vous dites que la connaissance des objets et des artistes demeure quand même importante, mais ce n'est plus indispensable, ce n'est plus suffisant plutôt. Oui, je suis d'accord. Avoir la connaissance, c'est quelque chose, mais ce n'est plus suffisant. Il y a des exemples concernant le niveau des musées et la perception des musées aussi. Ce qui est fortement reconnu, c'est qu'il y a un véritable ressenti de confiance. Il y a une confiance dans les musées et nous sommes des personnes sérieuses, nous sommes une voix sérieuse qui est écoutée. Ce que nous disons doit être juste et nous devons partager et faire attention à ce qu'on dit. C'est très important. Nous sommes perçus en France, du moins, différemment que si nous étions, par exemple, que nous sommes perçus différemment que des journalistes. Ouvrir un musée à une société, c'est très important, mais nous devons faire attention à l'estime que l'audience nous offre, de la connaissance que nous avons pour ces musées, et cela fait partie du trésor du musée. Nous sommes vraiment mis sur des piédestals. Alors, Andrew, je ne pense pas que la question correspond à la formation que nous avons dans l'histoire de l'art, mais pour ceux qui ont été là, je pense qu'il s'agit de reformer le canon. L'histoire de l'art est un outil. L'engagement que nous avons avec l'histoire de l'art, c'est un outil important. Mais il s'agit ici plus de comprendre
ce que nous sommes une institution, oui, culturelle, certes, mais quel est notre rôle? Il nous faut comprendre notre rôle et notre capacité de fonctionner de façon où nous engageons la communauté, l'éducation et même l'administration pour pouvoir leur servir et servir son prochain, servir le citoyen et avoir cet espace qui nous appartient. Je pense que cela est ce qui nous correspond le plus. Quand je pense à ces jeunes conservateurs et que je leur parle, il s'agit d'ouvrir, de s'ouvrir dans ce champ de connaissances et ce champ social, plus que la connaissance de l'œuvre ou de l'objet. Comment comprendre nos compétences pour servir à cet objectif général et prendre possession de ces espaces. Ah oui, c'est compliqué, c'est à multifacettes. Je vois que vous avez des métiers finalement, à plusieurs casquettes. Non, c'est pas seulement cela. C'est pas seulement une appropriation, c'est j'ai toujours pensé de moi en tant que conservateur, comme quelqu'un qui est toujours en train de converser. J'adore le modèle de ce besoin de développer la pensée, de penser, de réfléchir et d'agir et de réagir à ce qui m'entoure. Certes, un objet matériel palpable me parle, mais l'artiste me parle, la société me parle, le journal me parle. Et tout ceci est une conversation qui ne cesse jamais. Et toutes ces choses, tous ces objets, tous ces facteurs font partie intégrante de qui je suis et représentent qui je suis. Et la conversation est indispensable. J'ai toujours pensé que nous étions finalement dans le modèle de pensée d'un conservateur, nous sommes dans le même ordre politique euh, que quelqu'un qui a besoin de parler à son peuple, à ses représentants. Donc, c'est la façon que j'envisage les choses. Nous avons la voix de pouvoir créer une histoire et tout ce qui se représente autour d'elle. Et autre chose dans laquelle je crois, et on me dit souvent que je parle un petit peu trop ou que je suis trop passionnée, mais je pense que nous sommes aussi des personnes qui travaillons dans des institutions de soins même psychologiques. Comment envisageons-nous de mettre en place cette empathie, cette attention et de l'intégrer dans la voie de notre constitution? C'est par la conversation que cela se fait, c'est fondamental. Et enfin, nous sommes des développeurs de savoir. Où nous acquérons cette connaissance et comment nous arrivons à la transmettre est important et c'est là que la conversation se crée. Il y a un partage. Nous n'ignorons pas l'histoire, ça peut être l'histoire de l'art, l'histoire sociale ou quelle que soit l'histoire qui se fait, il y a besoin d'avoir des fondations stables et le rapport à l'autre est important. Donc, que vous dites-vous à ces étudiants qui intègrent ce secteur ou qui veulent faire ce métier? Vous avez eu vous avez des profils qui sont assez compliqués quand même. Je veux dire, comment en arriver là? Jessica, vous parliez de la survalorisation du métier, mais est-ce que vous pensez quand même qu'on doit commencer par cela? Que font les jeunes aujourd'hui? Je pense toujours que là où nous cherchons doit être revu. Je pense que nous avons une vision assez restreinte de ces programmes de conservateurs et que ce soit des programmes d'histoire de l'art. Je trouve que, au contraire, il arrive que je rencontre des gens qui soient exceptionnels, mais qui ont un parcours complètement différent, qui ont fait des études architecturales, d'architecture ou autre. Mais souvent, les praticiens sont des cinéastes et qui ont une compréhension de ce qui a besoin d'être relié à un public ou exposé à un public, et ils ont cette vision qui est différente. Donc, ayant un profil beaucoup plus divers et pas seulement numérique, par exemple, parce qu'on comprend aujourd'hui qu'avoir un profil numérique est important pour notre environnement. Il y a tant de façons pour intégrer ce monde. J'ai beaucoup appris, moi, en pratique sur le terrain et pas grâce à mes études, finalement.
Je voulais savoir, Jessica, votre perspective vient de votre point de vue contemporain, finalement. Vous entrez un musée, dans un musée comme le Louvre ou autre, et vous voyez qu'une partie de votre métier, quand même, ou de votre travail, c'est de revoir un peu l'exposition d'objets ou l'exposition d'une exposition, si vous voulez. Effectivement, il est fondamental d'avoir différents moyens de raconter des histoires. Et encore une fois, cela vient des différents parcours que nous avons. Ça peut être la chorégraphie, ça peut être la danse, mais les compétences sont importantes de chacun. Mm. Absolument. Je ne sais pas comment traduire cela en anglais, mais peut-être que nous pourrions essayer. Il y a un mot que nous aimons utiliser en français et que j'utilise pour définir ce qui doit être euh, raconté en ce moment, c'est un mouton à 5 pattes. Exactement, vous voyez comme un mouton à 5 pattes, un animal avec plusieurs bras, comme a dit Rosemary. Et c'est exactement ce qui est important dans l'histoire de l'explication. Mais il nous faut être nourris par différentes plateformes et nous devons demeurer sensibles à toutes ces personnes qui ont été formées aussi dans d'autres secteurs. Il est important d'être sensible à cela car ils peuvent servir à un musée sous différents angles. Bien sûr, je voulais rajouter, si vous me permettez, que certaines institutions ont besoin d'être plus ouvertes à l'idée de doit être ouverte à pouvoir recruter des personnes qui viennent qui ont différents parcours et que nous ne devons pas rester aussi fermés, qui permettent des gens de différents qui ont différents parcours éducatifs d'accéder à ces métiers. Et ce n'est pas forcément à travers des études d'histoire de l'art, ce n'est pas forcément à travers des parcours classiques. Et nous devons permettre différents points d'opportunité qui permettent à des étudiants d'être soutenus dans leur travail, dans leur recherche, dans leur expérience, leur permettant par la suite de venir et approcher ce métier, créant un nouvel environnement qui leur permette de continuer leur recherche et cette culture. Isabelle, vous êtes d'accord avec cela? Effectivement, vous, vous permettez ce leadership qui permet de continuer ce processus. C'est cela, c'est exactement l'administration qui doit comprendre que c'est important. Ces institutions doivent aussi les considérer. Nous, en tant qu'individu de par notre notoriété, on doit pousser à cela. Pour ces jeunes professionnels qui intègrent cette profession, il faut leur offrir ce parcours et la possibilité de pousser cette porte, quelles que soient leurs compétences et leurs études. Je voudrais parler justement de la du rapatriement des objets. Je sais que c'est un sujet qui est un peu chaud en ce moment. En ces en ce moment, c'est véritablement dans l'air du temps et dans l'esprit de nombreuses institutions. Qu'en est-il dans le processus de vouloir rapatrier des objets, d'être dépossédé finalement pour certains de ces objets? Quelqu'un souhaite se prononcer ou pas? Non, c'est un sujet, on n'est pas très confortable, on ne veut pas en parler. Vous savez, mon accent me trahit. Je suis française et je sais que l'acte de la collection est important, l'acte de collectionner est important, d'acquérir une œuvre est importante, mais nous avons un peu ce concept de l'éternité en tête. Ça fait partie de notre récit, de notre ADN. Mais je sais que c'est une question qui est posée, mais quand vous êtes, vous acquérissez un objet, est-ce que c'est un élément du passé, c'est un élément qui fait partie de l'histoire d'une institution, mais c'est une question qui doit être posée, vous avez raison. Mais je pense que
Quand vous posez cette question, vous ratez ce concept d'éternité, en fait. Il y a de nombreux éléments qui apparaissent sur la scène muséale. Il faut prendre en considération le contexte social et la crise et ses effets sur des personnes au-delà de l'œuvre d'art, ceux qui en prennent soin. C'est très difficile juste de dire on rend comme c'est difficile de parler de cela et cela fait partie de l'ADN des institutions. Si je puis me permettre de compléter ce que Rosemary a dit, il y a différentes situations qui sont aussi des situations légales. Alors, je m'explique. Ce qui serait dangereux, c'est de donner une réponse simple et d'être trop global. Ici, nous traitons avec des sujets différents, des sujets et des moments historiques qui sont sensibles. Et je voudrais citer l'ancien ambassadeur d'Afghanistan en France. Il vient de repartir à Kaboul il y a quelques mois. Et juste avant de partir et de rendre visite au musée, il m'a envoyé une lettre très élégante. Il finit sa lettre en disant que le peuple afghan et le peuple français a de la chance d'avoir un musée avec cette immense collection de travaux qui viennent de l'époque de Kandahar, qui est passée par cette fouille archéologique, enfin, qui a été trouvée à travers la fouille archéologique. Et c'était très important pour ce peuple afghan de voir à tel point c'était si bien préservé et si bien présenté et apprécié par un public et que c'était des œuvres pour le peuple français. Tout le monde voyait cela à Paris. Je crois que le musée consiste à partager. Lorsque vous avez une collection qui vient de Gandhara à Paris, il est important d'avoir accès à cela. Notre plus grande préoccupation est de pouvoir offrir le plus d'accès possible à ces musées, mais aussi de préserver. Ce qui était souligné dans cette lettre, qui était d'ailleurs écrite en français par l'ancien ambassadeur d'Afghanistan en France, il me dit qu'avoir des pièces comme celle-ci à Paris était une façon d'assurer qu'il y aura toujours la mémoire de ce que un jour l'Afghanistan a été dans le monde. Il faut vous rappeler ce qu'il s'est passé en 1996 au Musée national de Kaboul, où plus de 2000 œuvres d'art avaient été détruites, réduites en miettes par les talibans. Les musées, nous ne devons pas être naïfs par rapport à cela. Le musée n'est pas le résultat d'un vol. C'est le résultat d'une passion et de l'amour qu'on prête à ces objets et cette volonté de partager des connaissances, de l'amour d'un monde, d'un autre monde, d'un monde qui nous entoure. Je suis moitié chypriote. Mon père est né à Chypre. Si j'avais été intéressée par l'histoire de Chypre seulement, je m'appelle Makariou et j'aurais dû normalement travailler dans l'art islamique au Louvre, mais j'ai voulu passer ces frontières et c'est cela l'histoire des musées. Si on réduit les musées à cette petite échelle de notre travail, ce petit élément de l'humanité, nous perdrons beaucoup de choses. Je pense que faire venir l'art grec en Afrique, organiser des expositions d'art grec au Sénégal ou de l'art romain ou autre chose ailleurs, c'est bien plus important que de juste dire à une jeunesse africaine, si vous êtes africain, évidemment ils sont africains, on le sait qu'ils sont africains, mais ce sont des œuvres qui appartiennent à l'histoire du monde. Et partageons cette histoire du monde, racontons-la. Et je pense que c'est l'objectif justement du Louvre à Abu Dhabi, qui est un musée absolument extraordinaire. Merci beaucoup, Sophie. Merci pour cette intervention.
Mais est-ce que quelqu'un ici travaille plus sur le secteur contemporain, le secteur moderne? Est-ce que vous pourriez peut-être parler un petit peu de cette désacquisition de certains objets et de la représentation dans ces collections? Je sais que c'est un sujet très controversé. Pardon. Excusez-moi, je voudrais juste dire quelque chose très discrètement là, mais on en parlera tout à l'heure entre nous. Je voudrais aussi parler d'un sujet que Sophie a mentionné concernant justement le changement climatique qui aussi est épuisant pour nos collections. Alors, je vais vous expliquer un petit peu cette acquisition continue qui a eu pour résultat ce stress sur les institutions. 2% des collections aujourd'hui ne sont pas vues par le public. Et ne parlons même pas du pays, de là où ça a été volé. Je pense que la question ici, c'est de savoir comment nous pouvons partager les collections. Est-ce que c'est soit montrer les pièces que nous avons acquéries ou alors développer un programme qui démontrerait clairement comment les programmes ont été partagés et comment nous pouvons les partager avec la nation, la nôtre et celle qui appartient. Et ça, c'est une belle réussite. Il faut revoir les modèles comme cela et comprendre comment nous pouvons ouvrir ces collections et leur permettre l'accès à tous. Ça fait partie des initiatives qui sont développées, c'est essentiel. Cette idée, comme nous le décrivions, de pouvoir le faire, oui, non, il y a un moment où on a ces objets similaires, où on, on- oui, on se rivalise et il ne faut pas penser comme ça, il faut qu'on pense à un nouveau modèle. Et juste pour ajouter aussi, je, je sens que j'ai eu plusieurs discussions avec des directeurs de musée. Donc, j'ai pensé à comment ils ont créé un fardeau économique sur certaines institutions. Et quand la question de la répatriation est en jeu, j'ai du souci parce qu'il y a un souci de, de ce calvaire qui existe. Quand un pays demande la répatriation de certains objets, cette agence doit venir de cet aspect. Mais quand il faut répatrier du fait que on veut juste éliminer ce fardeau. Il y a certaines implications économiques qui rentrent en jeu, surtout pour l'hôte qui reçoit. En ce qui concerne aussi, il ne faut pas dire que je ne suis pas tout à fait contre la répatriation, mais il faut que la demande vienne de l'agence. Quand il s'agit du DAC, je suis tout à fait pour, vous m'avez entendu parler, l'objet n'est pas la propriété de l'institution. Il y a des voix importantes qui ont besoin euh, du fait que la collection doit être diversifiée et ce sont des points très importants qu'il faut reformuler complètement. Donc, je suis tout à fait pour. Donc, c'est un processus particulièrement compliqué et une situation difficile, euh, mais il faut dire d'avoir des expertises des curateurs qui décident quelles sont les conditions et comprendre comment vont se faire les partages et prendre les bonnes décisions qui sont bonnes pour les institutions et pour aussi les musées. Je dirais que quand on parle de la curation, il faut euh, qu'on mette des standards éthiques sur la collecte de ces objets et qui doit être à l'essence de leur travail. Et encore une fois, c'est un rôle
où un collecteur peut être de valeur aussi pour acquérir. Maintenant, quand je pense aux façons où l'objet n'est pas au centre, mais les autres modèles pour qu'on puisse comprendre les relations entre les instituts et ces projets et comment un curateur doit être dans ces conversations, ça doit être une façon où le curateur ou l'autorité du curateur est comprise. C'est très important, oui. Et quand je parle de l'éducation, comme je le fais, un programme de doctorat ou de musée ne traite pas le sujet de l'éthique, comment être un curateur éthique, donc comment faire ceci, rechercher cela et procéder ceci. Donc, c'est quelque chose que nous devons absolument changer. Jessica, vous avez dit, il faut apprendre dans la profession, mais est-ce qu'il ne serait pas plus utile si l'histoire et l'humanité répondaient à cette question? Donc nous sommes vers... OK, nous allons commencer à prendre des questions. Et j'ai fait ma formation dans tout ce qui est histoire moderne, quelque chose qui me concerne et concerne beaucoup d'autres comme moi. Je voulais savoir quels sont les risques potentiels pour ces musées historiques qui vont devenir non pertinents, étant donné qu'on donne tellement d'importance sur l'art contemporain. Peut-être c'est mon anxiété personnelle, ma perspective personnelle, mais s'il y a un sens aussi, vous aussi, vous avez ce sentiment aussi que vraiment on est en train de faire face à ce défi, comment rendre les anciens musées pertinents. Non, vous avez tort. Si vous examinez juste la valeur des objets historiques et la représentation de cela dans les musées, eux-mêmes, ils ont beaucoup de ténacité et de représentation et on ne peut pas éliminer cela parce que les gens se sentent beaucoup plus confortables avec les choses qu'ils savent et l'histoire est quelque chose auquel les individus se lient ou ont un lien personnel et surtout quand il y a des écarts temporels. Mais je sens personnellement, et il faut qu'on se rappelle toujours que les artistes, pardon, n'éliminent pas l'histoire et on travaille avec les arts ou l'art contemporain. Et je travaille avec beaucoup d'artistes contemporains qui sont inspirés par les objets historiques et les collections et les représentations de tel ou tel musée à travers l'histoire. Je peux nommer déjà une douzaine qui ont déjà fait et qui continuent à établir cette conversation sur l'importance de l'art et la valeur du contexte et comment les rendre pertinents dans les sujets d'aujourd'hui. Donc, ceci souligne l'importance de ces objets, de ces musées. Très bien, je suis soulagée en fait. Des commentaires? Très bien. Donc, je vais laisser les choses ici et maintenant je me dirige vers les questions. Nous avons une question qui dit: Merci pour tous les intervenants. Jessica, très intéressant votre commentaire sur le curateur contemporain concernant les qualités et est-ce que Jessica Talma ou d'autres intervenants peuvent être en fait plus précis concernant les compétences d'un curateur contemporain? Il faut penser aussi à la façon d'enseigner ou d'entraîner les curateurs. Merci pour la question. Oui, j'ai parlé de quelques
différentes avenues et listes de compétences qui peuvent accompagner la position d'un curateur. Et je reprends aussi ce que j'ai dit au début de cette intervention, c'est le mouvement de l'éducation concernant les études de curateur qui peuvent être combinées aussi et deviennent nous apprennent comment faire la différenciation entre les différents types d'apprentissage et les compétences dont on parle aujourd'hui, adresser la façon de construire des objets et exploiter les différentes façons dont on peut manifester ce processus et aussi la façon avec laquelle nous allons continuer nos expériences de la présentation jusqu'au travail numérique. Donc ça, c'est en fait un domaine où nous allons voir beaucoup de changements et on va continuer à voir ces changements. Mais je crois qu'il y a aussi d'autres façons de faire les choses. Andrew, vous avez mentionné que vous dépendez des personnes pour le recrutement. Qui est-ce qu'on recrute et pourquoi nous le recrutons? Et expandre ce qu'on entend comme critères clés dans nos pratiques. Oui, et je vais ajouter aussi que je crois que peut-être ce qui est le plus important dans l'entraînement d'un curateur, c'est égaliser ce qui a toujours été comme une pratique de curateur dans le domaine. Donc, la rédaction, la présentation, les historiens, et égaliser aussi l'idée d'une formation qui permet au curateur de comprendre comment interpréter et parler à un public et ne va pas, il faut pas faire de l'interprétation, il faut qu'ils soient égaux. Donc, pour certaines institutions, le contexte est plus important. Tout dépend de l'audience. Donc, ce changement dans les formations est le plus significatif dans l'entraînement historique, dans l'entraînement de la profession, qui est très important pour les curateurs de comprendre le rôle d'un éducateur des artistes, pas seulement présenter leur exposition, mais aussi les interpréter à un public. Et si nous voyons ce changement d'une façon fondamentale, ceci va faire un immense changement dans notre domaine. Je voudrais aussi ajouter que au sein de l'académie, il y a eu une tradition les académiciens critiquaient les muséums pour faire ou ne pas faire quelque chose. Donc, je dirais qu'ils sont conservateurs des attentes de leurs étudiants, les idées, et bon courage à trouver tout cela. Donc, le changement doit avoir lieu. Il faut qu'on devienne plus inclusif et qu'on se demande qui est-ce qu'il faut recruter pour l'éducation supérieure et comment générer ce sentiment de changement à travers le domaine ou le secteur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Une question similaire concernant le rôle des curateurs pour les expositions. Les curateurs ont la puissance dans des institutions. Ils ont aussi une voix. Comment allons-nous assurer qu'on va utiliser cette puissance pour faire pour que les voix portent dans nos domaines, que les histoires sont racontées d'une façon similaire. Aussi, il y a une question comment partager l'histoire du monde quand vous n'avez pas les outils d'accéder à votre propre histoire. Rosemary, il s'agit pas, ce n'est pas un acte à une direction. Quand on travaille d'une façon ouverte. Les choses ne vont pas se faire toutes seules. Et on travaille avec différents curateurs pour créer
l'histoire et une présentation historique, etc. Ce n'est pas une trajectoire à une seule voie. Donc, vous parlez à un public, vous parlez à toute personne qui se trouve sur le terrain. Donc, pas seulement des personnes qui manipulent l'art. Et pour moi, le facteur le plus important, c'est de responsabiliser les individus. Euh, donc, il faut que cet aspect verbal fasse partie de notre quotidien, de notre conversation. Quand vous parlez, quand vous avez cette discussion verbale, c'est une discussion à deux voix et parfois, il faut faire attention parce qu'elle devient à une seule voix. Je peux aussi commencer à répondre, essayer de répondre. Donc, en ce qui concerne la participation dans de grandes conversations quand on parle de l'exposition, de la représentation des voix des artistes qui représentent leur propre communauté. Je vais donner un exemple parce que de mon travail actuel à la Fondation de culture, où on essaie de penser à la présentation des expositions qui accueillent des récits qui ne sont jamais racontés. De la région du monde arabe, et je reprends la question comment on parle des voix marginalisées et en même temps, notre prochaine exposition, c'est sur un protagoniste qui n'a jamais eu un rétrospectif dans sa vie, Mohamed Chaba, qui a étudié à l'École des Arts au Maroc, mais qui a représenté aussi la voix des artisans. Il était un éditeur dans un magazine et tout ce qu'il a, et c'était un protagoniste politique. Il a été persécuté pour ses idées. Il a pensé à l'indignité et s'engager avec la communauté, les peuples, la population. Pour nous, il faut penser à cette exposition qui va ouvrir des portes et travailler avec quelque chose. Ici à Abu Dhabi, par exemple, on travaille avec des artisans, avec des pratiques indigènes et on le met en relief comme la langue qui cultive. On travaille avec les artistes, on accueille une exposition concernant les femmes collectives en Jordanie de Fakhri El-Nisa et d'autres, en pensant à ce genre, ces voix qui n'ont jamais été entendues et comment est-ce que ceci influence votre pratique sociale. Et il faut qu'on se rappelle, je suis aussi impliquée dans le projet Guggenheim Abu Dhabi et on construit une collection qui pense à la représentation parce qu'on construit une collection de zéro, on essaye de créer des voix équitables qui représentent l'ordre mondial aujourd'hui et comment on voudrait que ces voix soient entendues, ces voix qui émanent de l'Asie, du Golfe et des Émirats arabes unis. Merci Rim. Quelqu'un d'autre voudrait commenter? Je me demande, avec ces institutions, certains petits musées avec un personnel restreint, même les grands musées qui aspiraient à être mondiaux, comment ils traitent les cultures qui vont au-delà de l'expertise singulière d'autres personnes qui se trouvent là-bas. Qu'est-ce que les musées ou les curateurs doivent faire quand ils traitent un matériel qu'ils n'ont pas? Est-ce qu'il y a une façon de faire un travail responsable d'inclusivité si vous n'avez pas ces compétences? Je crois qu'il est possible, mais il nécessite encore une fois de penser différemment sur la collaboration, création des partenariats aussi qui valorisent les expertises, les inclure dans son institution et avoir une collaboration interinstitutionnelle,
les musées et les curateurs peut-être n'ont pas certaines compétences, mais il y a certaines institutions où ces compétences se trouvent. Et ce partenariat équitable, dynamique, qui crée les possibilités pour cela. Il nécessite encore une fois comment on s'engage en tant que communauté et à l'extérieur de tout ce qui est traditionnel et valorisé. Juste pour répondre à cela et création d'une communauté, Covid est une possibilité d'entamer ces conversations dans n'importe quelle partie du monde. Une communauté euh, qui peut entamer une communication et qui reviendra vers nous, un de ces choix. On parle de la collaboration entre institutions, entre départements, entre institutions également de différentes sortes et également avec les communautés et les sociétés. Et dans le domaine curatorial, c'est peut-être un modèle de vulnérabilité. Et là où vous comprenez que c'est important de combler les fossés qui existent. Sophie, je suis curieux de savoir ce qui se passe au musée Guimet. Y a-t-il une tradition en France d'atteindre vos sociétés, votre public, d'aller au-delà même, d'aller, par exemple, atteindre la Corée N- Non, en fait, ce qui nous sommes formés d'abord, d'abord les membres du musée. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les musées, qui ne sont bien sûr pas conservateurs. Et donc, vraiment, il faut in les intégrer. Nous travaillons avec eux au début de l'année. Nous avons, nous voulons intégrer tout le monde, hein, tout le monde, tout le personnel. Nous avons fait ça au début de l'année. Et pendant le confinement, nous avons lancé un nouveau programme que l'on appelle les voix du musée Guimet. Donc, nous invitons tous les membres de notre personnel et nous leur demandons de choisir un texte qui parle d'Asie, qui traite de l'Asie, et ils ont l'occasion de l'enregistrer. Et donc, en fait, d'enregistrer leur narration, leur voix, et en fait, il y a des podcasts. Et donc, nous avons demandé à tous les membres de notre personnel et on leur a dit, vous êtes des voix cruciales pour notre musée. Nous avons commencé avec ça. Nous voulons également qu'ils s'intègrent davantage, qu'ils s'engagent, la manière dont ils présentent les œuvres, la manière. Nous invitons également leurs commentaires sur les collections, sur les expositions. Quand je suis arrivée ici, il y a 7 ans, j'ai voulu introduire l'art contemporain dans une perspective transversale. Alors, je dirais qu'une partie des conservateurs n'étaient pas très chauds pour présenter cela comme ça, pour introduire l'art moderne chez nous, dans nos collections permanentes. Et ce qui a été très important, c'est que le personnel du musée m'a soutenue. Donc, c'est la façon de penser, de dire que si vous intégrez, si vous engagez des publics plus vastes, vous aurez plus de facilité parce que si vous vous appuyez sur une approche classique, ce sera plus difficile. Donc, de manière à faire cela, euh, nous avons organisé un prix littéraire à partir de notre public et nous avons proposé à notre public d'être membre du jury, de devenir comité littéraire. Merci, merci Sophie. Alors, Otoné, est-ce que nous avons des questions? Il y a une question pour Thelma et Rin. Quelle est la responsabilité du conservateur lorsque, par exemple, un artiste est décédé?
Rim, si vous voulez commencer? Thelma. Je crois que la question, elle intègre la réponse. Il y a une responsabilité colossale du conservateur. L'approche L'approche curatoriale, c'est vraiment d'être au service de l'artiste, d'être l'interlocuteur privilégié entre le public et l'objet dans le cadre muséal. Donc la responsabilité, c'est un service. C'est comment on réfléchit à ce service, être au service de la vision de l'artiste. Et je pense que l'aspect collaboratif de cela, c'est c'est la provenance de la responsabilité parce que il y a l'autorat, la partinité, mais plutôt nous travaillons au service et mettons les choses en conversation. Et lorsque l'on traite d'un artiste décédé, là, il y a vraiment la transmission, une idée de patrimoine, d'héritage. Et il faut parvenir à avoir un moment de reconnaissance de cet apport artistique d'un artiste décédé. Rim, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, peut-être. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Thelma a répondu. Peut-être rajouter que la conversation avec ces artistes ne s'arrête pas juste à l'exposition. En tout cas, dans mon cas, il y a comme un sentiment de manque. Cet artiste qui est venu faire une exposition va me manquer. Et, pour moi, je sens que je suis coupée de quelque chose. Il faut que je sache comment sa carrière évolue, comment sa vie se déroule, savoir si tout va bien. Si c'est un artiste décédé, là encore, c'est une conversation continue, c'est incorporé, par exemple, avec le show Sherja Chaba, nous sommes donc en dialogue avec sa fille. Nous avons des experts. Il n'y a pas qu'une seule voix, mais nous avons plusieurs experts qui montent cette exposition et c'est quelque chose qui montre à quel point on peut être fidèle à l'œuvre d'un artiste. Merci. Otone, une autre question? Nous avons quelques questions sur les réserves. Quelle est votre opinion par rapport à cela? Est-ce que vous trouvez que ouvrir les réserves serait intéressant? Est-ce qu'il y a un aspect monétaire à cela? Est-ce que ça peut être intéressant? Et de la même manière, nous avons une question au sujet des réserves donc, et comment on peut les préserver pour les générations futures? Alors, Rosemary, par rapport aux réserves, pour moi, c'est une question qui est... Il y a toujours de la place, c'est vrai, il y a des éléments, il y a beaucoup de chercheurs, des chercheurs qui viennent et qui parcourent ces réserves. L'autre aspect de cela, pour certains musées, il y a des réserves qui sont visibles, que le public peut voir. On voit parfois des restaurations en cours. Ce n'est pas comme si vous avez un espace réservé, mais c'est vrai que c'est extrêmement important dans la vie d'un musée. Donc, c'est vrai qu'il y a un musée, pardonnez-moi, il y a une vie dans les réserves d'un musée. Jessica, quant à vous, par rapport à vos réserves muséales, la plupart de notre collection est exposée et nous sommes dans une logique d'acquisition, dans une logique d'exposition. Peut-être que nos réserves vous décevraient peut-être un peu, mais également... Mais les choses me traversent l'esprit, mais repenser les réserves en tant qu'espace actif, c'est vrai que c'est très intéressant, mais d'avoir des réserves
comme cela, ce projet d'ouvrir les réserves, c'est fascinant et des choses que l'on ne montre pas. C'est vrai que j'ai rencontré beaucoup d'institutions, mais avoir cet accès, parfois vous avez la grande chance de tirer quelques œuvres vers vous, de les découvrir euh, et voir tout cela. Et vous avez presque l'impression que ces réserves sont encore plus intéressantes que ce que vous avez pu voir dans le musée. Et souvent, donc, on peut aussi penser que ce sont des choses qu'on n'était pas si importantes que cela à montrer, mais la curiosité, c'est peut-être que nous n'y avons pas vraiment réfléchi aujourd'hui, la curiosité. L'importance de la curiosité, c'est vraiment extrêmement intéressant. Vraiment se interroger le récit, creuser. Comment est-ce que nous approfondissons les choses, l'histoire? Comment est-ce qu'on y revient on y revient ensuite vers nos œuvres, nos collections avec un œil neuf, hein? S'éloigner un peu des canons et plutôt réfléchir à l'objet. Qu'est-ce que c'est et pourquoi et qui l'a fait et comment est-ce qu'elle s'intègre dans notre histoire? Alors, je pense que c'est une question extrêmement intéressante au sujet des réserves. Je vous engage, vous, étudiants qui nous écoutez, à visiter cela, à vous intéresser aux réserves. Essayez de les visiter parce que le Studio Museum nous propose cela, parce que il y a des réserves qui sont disponibles. Cette idée d'avoir des fils de recherche, des liens de recherche est extrêmement intéressant. Je voulais juste dire que durant le confinement, nous avons fait des petites vidéos et peut-être un peu amateurs. Et donc, on les a nommées guillemets underground. Lors du premier confinement, j'allais au musée tous les jours. Et donc, j'ai fait des vidéos comme ça qui visitaient les réserves et je guidais mon public dans les réserves, présentant les différentes organisations de notre collection, leur expliquant leur expliquant de la manière dont nous préservons les œuvres en réserve. Et les gens étaient fascinés. On nous en a demandé, redemandé. Les gens sont curieux. Les gens veulent savoir ce qu'il y a sous nos pieds. Dans les coulisses, n'est-ce pas? Oui, je pense que c'est peut-être également, ça va en parallèle avec l'augmentation du numérique. Et quant à moi, c'est vrai que montrer les œuvres dans les réserves, j'adore. Comment est-ce que l'on montre les œuvres dans notre expérience du vécu? Comment est-ce qu'on les montre en tant que mécanisme du vivant? C'est fascinant, c'est une idée géniale. C'est quelque chose que nous allons creuser, peut-être donner davantage d'accès. Avoir même un sentiment rudimentaire des mécanismes que nous appliquons au musée. Et cela rend les choses, les musées, cela les transforme en établissement vivant, en mécanisme vivant, pas de mur blanc, mur froid. Je soutiendrai toujours, hein, les vécus, les expériences du vécu, dans la manière dont nous montrons l'art de manière à ce qu'il soit le plus public possible. Dans nos institutions, nous montrons des possibilités, mais ce sont des instantanés des idées des conservateurs et également de l'état d'esprit des directeurs précédents. C'est vrai on a un sentiment de ce qui se faisait avant. Il y a eu des choses que j'ai vues où on voyait carrément qu'on avait exclu les artistes noirs, hein. Et il y a eu du changement au cours des 20 ans depuis que je suis là. Donc, par rapport aux réserves, pas les collections, mais les réserves, la manière dont les œuvres sont maintenues, sont entretenues, donne une vraie notion de l'histoire du musée dans lequel vous vous trouvez. C'est très intéressant.
Otonné, je crois que nous avons encore le temps de prendre une question. Il y en a énormément. Je suis désolée d'avance pour celles auxquelles nous ne pourrons pas répondre. Et il y en a une qui dit: «Comment est-ce que comment vous attirez, comment vous pourriez, inciter, les prochains conservateurs, les futures générations à repenser le musée, de demain?» Comment, vous pourriez peut-être réimaginer également l'ensemble de compétences que ces futurs conservateurs pourraient, utiliser? Alors, projetons-nous dans 2030. Est-ce que vous pensez quels seront les changements, d'ici là, vous pensez? Ah bien, écoutez, je pense que nous pouvons essayer, mais nous voul nous voulons tous voir que ce monde institutionnel est changé. Je ne veux pas forcément que ce soit moi qui fasse des prédictions, mais simplement dire que ça peut être une aspiration, en termes de comment nous motivons les jeunes, comment au studio muséum, et vous imaginez, c'était le 1er endroit où j'ai travaillé après mes études. Alors, tout cela m'a donné une idée de cette de ce tracé, voir ce que ma voie pourrait être et l'utiliser de manière à pouvoir traverser ce champ. Alors réfléchir, ce que vous disiez, Andrew, c'est vraiment c'est, comment dirais-je? Une charge, une question, il faut bousculer les choses, il faut que, le monde curatorial et le monde muséal changent. Je pense que c'est vraiment très bien dit, mais également, nous pourrions espérer, la différence. Nous voulons voir des spécificités, nous voulons voir, des institutions qui soient bien particulières. Nous ne voulons pas qu'elles soient uniformisées comme si, vous alliez voir, personne ne veut qu'Abu Dhabi, par exemple, soit Paris, n'est-ce pas? C'est vraiment nous voulons voir de la différence et je pense que c'est quelque chose de très important auquel nous devons nous atteler. Je suis absolument d'accord avec vous. Nous ne voulons pas reproduire des modèles, évidemment. Nous ne voulons pas un centre unique. La définition du danger, danger de modèle muséal, c'est vraiment de représenter la même chose. Et il faut être original. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qui me rappelle de la méthode agile, qui est, c'est nous processons, c'est un processus en cours. On pourrait imaginer des futurs, mais ils sont tellement multiples. Quant à moi, j'aime vraiment, pour moi, c'est l'idée d'avoir un espace actif avec des gens qui travaillent, des gens qui débattent, l'artiste qui est là, qui les supervise du haut de ses toiles, mais quand même avoir un laboratoire, peut-être les réserves, avoir des salles où il se passe des choses, d'avoir un laboratoire de technique. Vous avez des designers, des techniciens. Je veux voir cette vie, cette ébullition dans les musées. J'essaye de m'habituer à cela parce que j'aimerais vraiment que ça se passe. Nous n'avons plus de temps pratiquement, mais la manière dont vous avez terminé nous donne une stimulation, un enthousiasme fou et nous avons tous hâte d'en avoir fini avec cette pandémie pour aller au-delà, pour voir tout ce que vous nous promettez, tout ce que vous nous avez laissé voir. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci, merci infiniment à tous. Au revoir.